Une première année, quand on était allé la voir, on a été obligé d'aller visiter le mémorial de la Shoah à Paris, parce que Nicolas savait que ça existait, il avait vu ça quelque part. Il voulait absolument qu'on aille voir le mémorial de la Shoah. Et après, on a été une autre année, et il avait découvert quelque chose sur Drancy. Et après, il a voulu qu'on lui achète des livres sur le sujet, quoi. Et il a lu plein de livres là-dessus. On s'en vantait pas, hein. Nicolas était jeune, on n'allait pas dire, dans le milieu psy d'ici, quand on aurait dit que vous donniez des livres sur la Shoah à votre enfant autiste, on aurait dit, mais c'est quoi ses parents, c'est pas c'était direct à l'HP, quoi. Et il voulait faire un doctorat en histoire à la base, et il voulait aller en fac d'histoire justement pour étudier la question à la base. Finalement, il y a eu d'autres choses, il y a eu l'acoustique, l'astrophysique, l'économie. Puis maintenant, le droit du coup. Une anecdote. Pour défendre le droit. C'était son premier DVD. Oui, non, il écoutait, nous on lui a acheté des comptines pour enfants, sur des CD et tout ça. Des DVD. Moi je me souviens d'une chose qui m'avait fortement marqué, c'est que par exemple, il voyait les informations à la télé était allumée des fois. Il avait compris qu'en fait il y avait le conflit israélo-palestinien, par exemple. Et il ne supportait pas que il nous avait fait comprendre que ça nous mettait dans un état que le fait que les Israéliens aient cette politique à l'encontre des Palestiniens, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à admettre, parce que pour lui, il les avait mis sur un... Le fait de leur persécution, il les avait mis sur un piédestal, quoi. Et ça le traumatisait énormément. Et quand on lui a dit, mais on lui a expliqué, quoi. Donc il voyait les informations comme nous, il capte tout, il entend tout, on peut rien lui cacher, il fait dans sa chambre, mais en plus il a ce qu'on appelle l'oreille absolue. On peut être dans la cuisine, lui dans sa chambre, on va parler d'un truc, il va nous rappeler qu'on a parlé d'un sujet qui l'intéresserait, quoi. On est dans... C'est une histoire complètement... Alors quand on vit ça personnellement, on essaye de trouver des équivalents. On a cherché puis on se cachait un peu, on n'osait pas le dire que Nicolas s'intéressait à ça. Et là maintenant qu'il a réussi ses études et tout, on se dit bon, pourquoi on irait cacher ça? Mais moi à l'époque je n'en vantais pas trop, parce que je me disais mais les gens ils vont dire tu délires mon gars. Là, il y a eu une polémique actuellement à cause dans le milieu de l'autisme, parce que justement, il y a des autistes Asperger français, comme Gorlou et tout, qui sont assez proches de la neurodiversité aussi. Le problème, c'est que les autres familles qui ont des enfants autistes, qui sont non-verbaux comme Nicolas, et ils sont incapables d'imaginer qu'il y ait des cas comme Nicolas, c'est-à-dire même Laurent Savard, il y a un gars qui est humoriste qui fait des blagues sur l'autisme et tout. Son enfant était diagnostiqué autiste débile, en profond, mais il le sait parce que scientifiquement maintenant on sait qu'il y a s'il y a ce que Motron appelle les autistes prototypiques, en gros les autistes de Kanner, que Kanner avait vu, parce qu'au début les psychiatres qui se sont occupés des autistes avaient vu que c'était des enfants qui avaient une capacité, qu'ils avaient une certaine intelligence. Et après ça a dérivé sur Bettelheim et tout ça plus tard, et là on est revenu à la psychose infantile, c'est-à-dire c'était la faute de la mère. Il y a des textes incroyables, La forteresse vide. Moi j'avais vu les émissions sur Bettelheim, j'avais 17 ans dans les années 70, je me rappelle, j'avais vu ces émissions, même si j'étais arpète, j'étais pas intello, ni étudiant, ni quoi que ce soit, mais je m'étais intéressé à ça parce que justement, j'avais lu quelque part, peut-être dans l'UMA d'ailleurs, que ce gars-là avait été déporté. Et du coup, un déporté, ça m'intéressait, quoi, un peu comme Nico s'intéresse. J'avais regardé cette émission et ça m'avait... Après, ça m'avait choqué, j'avais lu plus tard un petit peu chez les copines et tout, La forteresse vide et tout, et je ne comprenais pas cette idée qu'on puisse dire que la mère était coupable de l'autisme de son enfant, quoi. Je connaissais dans le quartier où j'habitais, il y avait un autiste.
Moi je parle trop. Nico dit être mon très père monopolise la parole. Oui, il connaît son père. Bon bah Nico, je te laisse parler. Claude monopolise la parole. T'as raison Nico, c'est vrai. D'ailleurs on va passer les vidéos de... Le père il va arrêter et on va parler... C'est toi qui vas parler. Tu vas montrer tes camarades anglo-saxons américains. Ok, on va passer les diapos. Bon, voilà. Bon, alors le délire, c'est pas de parler que des autismes non-verbaux, mais bon, il y a quand même ce titre-là. Bon, alors Claude a mis sur la diapo la définition qui est dans le DSM. Donc le DSM, c'est... comment c'est? Tu sais en anglais Bon, c'est le DICO qui répertorie classification des maladies, les maladies mentales et les médecins et les médicaments appropriés et les traitements appropriés. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est utilisé mondialement, mais qui peut être aussi réfuté sur pas mal de points. Mais qui est quand même une référence en psychiatrie, notamment. Et donc dans le DSM, on voit ces choses-là. Maintenant, il y a une 5e édition là, qui est sortie l'année passée, là, 2017, je crois. Et donc, dedans, on trouve la définition des troubles du spectre de l'autisme. Et donc, il parle évidemment de symptômes, parce que c'est classé comme une pathologie. Ah ouais, on peut mieux. Ouais, c'est mieux, ouais. Donc là, vous voyez des symptômes répartis dans 2 groupes. Les déficits de la communication et des interactions sociales. Alors déjà, ils mettent ça en premier plan en direct, quoi. Et caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts ou activités. Donc ils ont quand même rajouté hyper ou hyposensibilité aux stimuli sensoriels. Voilà. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans l'autisme, c'est cette hypersensibilité aux stimuli qui nous entourent. Enfin vraiment dans tout point de vue, hein, ça peut être le bruit, ça peut être visuel aussi, ça peut être le toucher, la proprioception aussi, le fait de pouvoir sentir son propre corps ou non. Tout ça, justement, c'est ce qui va créer ensuite ce qu'ils disent là, donc un handicap pour communiquer. C'est pas intrinsèque à l'autisme en fait, mais ça génère ça. Bon, c'est ce que maintenant on a compris, maintenant qu'on est plus intelligent que le DSM, quoi. Et voilà, donc ils distinguent 3 degrés de sévérité du syndrome. Après, vous verrez que dans le petit dépliant là, en fait, il y a 2 petits schémas là, sur ces pages-là, en fait, qui montrent un peu, le schéma de droite montre à quoi ça peut ressembler en fait un spectre. C'est pas une ligne avec pas du tout autiste jusqu'à très autiste. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. En fait, il y a plusieurs critères. On va dire, quelles sont tes capacités par exemple au niveau langagier, quelles sont tes capacités au niveau moteur, au niveau de la perception, au niveau du filtre sensoriel, comment est-ce que tu peux filtrer les informations sensorielles. Et à partir de toutes ces petites choses-là, on va dire, ok, voilà, on met des petits points là, dans ce cercle de couleurs là, qui normalement est de toutes les couleurs. Et ça caractérise ce qu'ils appellent donc des traits. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils classent les autistes, on va dire. Et que les diagnostics se font. Voilà. Ça veut dire diagnostic, cadre statistical manuel of mental disorder. Oui, c'est ça. Manuel statistique, donc comme tu dis, pas statistique, de trucs qu'on peut. Voilà, c'est ça, DSM. Donc voilà, donc on a rajouté, mais l'autisme n'est pas une pathologie et le DSM donne une vision tronquée et trop médicale de l'autisme. Voilà. Donc là, Claude il a choisi une petite vidéo. On va vous mettre juste un extrait assez court. Si j'arrive à... Bonsoir, soirée continue. En fait, on peut pas mettre au passage où on veut. Pourquoi ça lit tout en entier? Exceptionnel. On devrait pouvoir avancer, non? Comment on fait? Non? On peut pas? Je vais le mettre sur...
Sinon, je vais le mettre là. Peut-être que là, ça va s'afficher. Alors, on va retrouver le passage. Alors voilà, je crois que c'est après la maman qui parle. En fait, tous ces aspects d'autisme, ça leur permet de réguler leur... c'est une manière pour eux de réguler leurs émotions. Ils ne parleraient pas s'ils ne faisaient pas ça. Enfin, ils ne communiqueraient pas s'il n'y avait pas cette possibilité de... Vous avez vu LC là, non? Il doit être installé dessus, ouais, je pense, ouais. Je vais peut-être l'ouvrir avec VLC, ça va être plus simple. Là, ça déconne à moitié. Ah non, ça a l'air derrière. C'est juste après Joseph Chovanec, non? Ouais, c'était Caner, tout ça. C'était un petit historique sur en gros, les CDA. Voilà. On n'avait pas prévu ça. Alors, je vais retrouver, désolé. Je vais juste retrouver le bon endroit. À réfléchir ou à pleurer comme on veut. Pas d'espoir. À mon avis, il va rester non-verbal. Parfois, quand on arrive chez un psychiatre et qu'on lui évoque le savantation. Ah bon? Ah. Je veux bien, mais... Alors, c'est 22 minutes 55. On va retrouver 22 minutes. Bon. Je pense qu'il a un retard mental sévère. Bah, ça marche plus non plus. Vous savez comment on fait pour basculer sur l'écran? Pour que ça ne mette pas le... Tu le lis dans le PowerPoint? Bah, en fait, je peux pas régler à l'endroit où je veux mettre quand je mets dans PowerPoint, tu comprends? Regarde. En fait, tu vois parce que... tu veux lire dans le Bah, peu importe, l'un ou l'autre, j'ai calé les deux bons endroits, mais c'est juste que ça se met pas. Et là, il n'y a plus rien. Non, ça c'est normal, c'est parce qu'il est devant. Ah oui. Je sais bien. Tu ferais quoi, toi, là? Fonction et puis. Je peux rallumer. Sinon, tu mets le deuxième écran uniquement, hein, comme ça on fait tout sur... Ouais, super. Là, c'est Joseph Chovanec, un autiste. Ok, c'est bon. Oui, en fait, c'était le début de Chovanec est intéressant parce qu'il dit que en fait, dans les autres pays anglo-saxons, quand on est à Spi, comme il dit, on va chez le boulanger, il explique qu'en fait c'est connu. Quoi. Et en France, c'est pas très connu malgré tout dans le grand public. Quoi. Là j'avais mis Michel Dawson après parce que Michel Dawson c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. Elle m'a fait comprendre c'est une autiste, c'est une chercheuse autiste. J'aime bien ce qu'elle dit, c'est très bien à l'université aussi. Elle compare un petit peu. Elle est dure à comprendre parce qu'elle parle français, elle parle anglais aussi.
J'aime bien son parcours de postière exclue. Ouais, moi je voulais juste revenir sur un petit truc, sur la vidéo qu'on vient de voir. En fait, on entend au début de la vidéo sur la découverte des autistes, Asperger, etc., les enfants supérieurement intelligents, etc. Et en fait, c'est un argument qui revient souvent. Ah, bah oui, donc le truc de prouver son intelligence et de dire ah bah oui, parce qu'ils sont intelligents, alors du coup c'est une légitimité à défendre leurs droits. Mais c'est pas parce que on est intelligent qu'on a plus le droit à ses droits que si on a une déficience intellectuelle. Et ce que j'aime bien et Nico aussi, en fait, dans un texte qu'on a mis du coup dans le petit recueil là, c'est un texte de Amy Sequencia qu'on voulait lire au début mais il est un peu long, qui est une militante de la neurodiversité autiste non-verbale, qui a fait un texte qui en gros dit voilà, je suis autiste non-verbal, je suis intelligente, mais mon intelligence ne doit pas être ne doit pas justifier le fait que j'ai le droit à accéder justement à mes droits humains. Même il y a des gens qui sont aussi autistes non-verbales et qui ont une déficience intellectuelle associée, et c'est pas pour ça que eux ils devraient pas avoir droit aux mêmes choses que nous, quoi. Donc c'est aussi important de se rappeler de ça. Voilà, on n'est pas plus légitime qu'un autre. Voilà. C'est tout. Et je dis ça aussi parce que ça saoule des fois Nico de toujours devoir prouver son intelligence, parce qu'en fait non mais bah ouais, c'est vrai, mais ouais, enfin tu l'as dit déjà plein de fois, même avec ta prof de chimie là, tu te rappelles. Il en a marre que son père essaye de montrer aux gens que l'intelligence ça fait chier, quoi. Il lui fait comprendre. Papa il est toujours à essayer de montrer que je suis intelligent, ça me barre que je suis intelligent, je suis comme les autres, je peux comprendre les choses. Et même les profs à la fac, c'est le grand défi, hein, parce qu'en même temps il doit restituer des connaissances, ce qui est normal. Et en même temps il y a quand même des gens qui sont hyper interloqués, qui doutent. Même encore plein de gens. Laurence, elle disait tout à l'heure, non mais je vais pas venir. En plus, du coup, ça casse l'image de la mère qui est toujours là pour son fils. Sa mère aurait été beaucoup plus à même de parler de l'autisme et de Nicolas en particulier, mais c'est elle qui l'a quand même, on dira, amené à la communication. Mais ça a demandé des années de travail. Elle a abandonné l'idée même de travailler pour s'occuper de Nicolas. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de mères d'enfants autistes psychologiques, c'est qu'elles ont sacrifié leur vie professionnelle pour amener leur enfant, pour aller chercher quelque part la clé qui leur permettrait qu'ils communiquent avec nous, quoi. Quelque part, moi ça me rappelle toujours Miracle en Alabama, le fameux film avec sur Helen Keller. Helen Keller qui était une enfant qui est tombée malade à 18 mois et qui était sourde et aveugle. En fait, c'est une éducatrice qui lui a permis d'apprendre le langage par c'était même pas le langage des signes, à l'époque c'était le langage par la main, avec les doigts. Elle lui a appris un alphabet avec les doigts. Et Helen Keller, c'est devenue une militante, qui est une militante de gauche américaine, qui est connue aux États-Unis comme autant que Roosevelt. C'est quelqu'un qui fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel américain et qui n'aurait jamais été connu si elle n'avait pas eu cette fameuse éducatrice qui s'appelait... comment elle s'appelait déjà? Moi j'ai Alzheimer, c'est pas pareil. Qui s'appelait... peu importe. Et moi ça me fait penser l'autisme aujourd'hui des non-verbaux, l'histoire des non-verbaux me fait penser beaucoup à Helen Keller, parce qu'en fait les mères qui arrivent à permettre à leur enfant, là on peut parler de Babouillec par exemple, c'est un cas extraordinaire. Babouillec à 20 ans, elle s'est mise à communiquer qu'à l'âge de 20 ans, quoi. Et quelle écriture elle a, quoi. Moi je vous conseille de lire ses livres. On est incapable d'imaginer que quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui a été considéré comme déficiente mentale profonde,
soit capable d'écrire des textes pareils, quoi, parce que c'est d'une force. On a de la chance de l'avoir rencontré justement parce qu'on cherchait l'équivalent de Nicolas au niveau autiste qui communique. Et en fait, Laurence faisait un mémoire sur l'autisme, justement, sa mère Nicolas, et du coup, elle a, par le milieu associatif, hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, elle a réussi elle a été voir la mère de Hélène, Véronique Truffert, elle a été l'interviewer pour son mémoire et tout, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Hélène et elle. Enfin, moi je suis toujours fasciné quand je lis du texte de Hélène, parce que quand on connaît son parcours et qu'on se dit qu'elle est capable d'écrire ce qu'elle écrit, sans faire de faute d'orthographe, comme dirait Julie Berticelli qui a fait Dernière Nouvelle du Cosmos sur elle. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit des artistes qui ont découvert quelqu'un comme Hélène. C'est pas le milieu associatif, c'est pas des gens du milieu associatif, c'est pas des militants d'Autisme France, c'est des artistes qui se sont intéressés au cas de quelqu'un qui communiquait, qui était considéré comme lourdement handicapé. C'est un gars comme Pierre Meunier, il y a eu plusieurs personnes du milieu du théâtre et tout qui se sont intéressés à elle. Elle est passée au Festival d'Avignon, elle a eu un succès fou, enfin il y a eu des articles dans Libération. Elle est passée, ses textes ont été lus sur France Culture. C'est devenu maintenant une référence. C'est une artiste. Julie Berticelli, quand elle en parle, elle dit c'est la rencontre de ma vie. Elle la considère comme une des leurs. Elle est considérée comme une artiste. C'est une poète. Elle écrit des textes poétiques qui parlent beaucoup de nous, d'elle, que je conseille aux gens de lire. Surtout en connaissant son parcours, quoi. Une fille qui aurait été condamnée dans un IME, voire dans un hôpital psychiatrique à vie, et qui écrit des textes pareils, et là on se dit quand même que... Enfin moi j'en veux un petit peu quand même au milieu de l'autisme, de ne pas parler de ces autistes non-verbaux qui communiquent, quoi. Parce que comme on n'en est pas là en France, il y a une espèce d'omerta sur ces cas d'autistes. Bon, c'est pas les miens. Mes enfants sont pas comme ça, ils sont pas en capacité d'être là, il y a une espèce aussi de culpabilisation des parents qui pensent que leur enfant ne peut pas aller au-delà de ça. Moi, je remercie Michel Besson parce qu'elle m'a fait comprendre Hélène et elle m'a fait comprendre Nicolas aussi. C'est une chercheuse autiste que moi je trouve hyper intéressant. Donc on met la vidéo. Alors, Michel Dawson, vous allez voir, elle a un accent québécois très prononcé et elle articule pas hyper bien. Du coup, si vous ne comprenez pas, on fera la traduction. Enfin, vous me dites de faire pause si vous ne comprenez pas les phrases, ok? Faut pas hésiter. Hein. Pause. Ok, c'est parti. Mais je la trouve très... elle est neurodiversité aussi, mais moi je la trouve presque libertaire pour sa façon d'analyser l'autisme. Faut en parler. J'ai pris tout mon effort pour essayer d'être comme les autres, pour essayer d'être comme les non-autistes. Et je pense que c'est pas c'est pas une bonne façon de dépenser une vie. Vous avez compris? Oui. Bon, en fait juste la fin de la phrase. Ouais, elle dit c'est pas une bonne façon de dépenser d'une vie que de s'efforcer à être comme les non-autistes en fait. Elle s'est rendue compte de ça. Ça va jamais réussir, je sais ça maintenant. Je ne savais pas, même il y a... Oh, je pense il y a 4 ou 5 ans, je pensais encore. Il y a 4 ans, je savais que c'était impossible. Il y a 4 ans, elle savait que c'était impossible de devenir non-autiste en étant autiste. Mais à ce point-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qui me fait souffrir. Je pense que quelqu'un pourrait me dire pourquoi c'est pas correct d'être autiste. Vous avez compris aussi? J'ai entendu un an, non? Pourquoi c'est pas correct d'être autiste? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait... Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire pourquoi c'est pas correct d'être autiste? C'est un jugement moral.
Au Québec, ils utilisent ce mot-là différemment. Correct. Oui. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand on fait une comparaison avec les autres minorités. On était décrit comme un fléau récemment. C'était un mot que je ne savais pas en français, il fallait que je cherche. Un fléau. Je suis un fléau. On peut dire ça en public. Et personne ne forme des objections. So, j'ai formé des objections. Pourquoi qu'on est un fléau? J'aimerais savoir ça. J'aimerais savoir pourquoi les non-autistes pensent qu'ils peuvent vivre sans les autistes, qu'ils n'ont pas besoin de nous autres, qu'ils nous trouvent pas, non seulement qu'on est terrible, mais qu'on de ne pas trouver d'utilité dans nous autres. Je pense que l'idée qu'on a besoin des autistes, que les autistes existent et continuent d'exister, peut-être pour des raisons, devrait être étudiée. Je pense qu'une absence des autistes dans la société, ça formerait une société bien plus pauvre. Je le dis, un problème de discrimination, comme ceux autres on a vu dans l'histoire où on décide que tel groupe de monde est absolument pas correct et inacceptable, ou tel autre groupe vaut rien, ou tel autre groupe est moins intelligent ou a moins de valeur. Et puis ça c'est important. Après ça on trouve la science pour faire des preuves. Et ça a été fait avec les femmes, avec les noirs, avec les autochtones, avec toutes sortes de groupes. Où, une fois que l'idée est là, la science se produit. Et c'est une erreur qui ne devrait pas arriver à ce point-là, à ce point-ci dans l'histoire. Et ça m'étonne que ça arrive, ça continue d'arriver dans l'autisme. Et je pense que c'est tout que je peux dire. Tout le monde a compris? Je trouve que c'est des paroles quasiment libertaires. Toutes les minorités, dans nos milieux à nous, il y a des gens qui défendent les minorités. Est-ce que les auteurs autistes ont une définition spécifique de l'intelligence par rapport à celle qui est véhiculée de façon normative? Non, pas spécifique. Vautron parle d'une autre intelligence. Pour les autistes, il ne dit pas, il dit c'est une autre intelligence, c'est notre façon de... Mais... Après, je veux dire, chaque autiste est aussi différent que nous autres, donc il n'y a pas une façon de fonctionner, il n'y a pas une forme d'intelligence. Tout le monde a sa façon aussi de concevoir le monde, donc c'est pas généralisable. Mais même la question en école, dans la société, attends, il y a quelqu'un. La société normative, déjà on c'était normé dès le début en parlant d'intelligence d'une intelligence, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Edgar Morin, différents types d'intelligence. Oui, mais il y en a une qui s'impose, le QI par exemple. C'est quand même une forme privilégiée. Et justement pour les autistes, le problème avec les autistes, ce qu'a décrit Michel Dawson aussi, c'est qu'il a dit que les tests d'intelligence pour les autistes non-verbaux sont faits comme si on proposait des tests pour nous. C'est-à-dire, oui, bien sûr. C'est pas adapté à leur intelligence. Il y a un truc qui m'a amusé, c'est que j'ai lu quelque part récemment que c'est Motron qui disait ça, que les tests pour les autistes non-verbaux communicants, par exemple, ne se passent pas par le langage, passent par des tests qu'on fait passer pour entrer dans l'armée française, avec des images, avec des... Enfin, c'est une autre forme de pratique, c'est pas les mêmes bases de tests. C'est pour ça que les autistes... C'est pour ça maintenant on commence à s'apercevoir qu'il y a de moins en moins d'autistes non-verbaux qui seraient déficients parce qu'on leur fait plus passer des tests, on leur fait passer des tests autres que les tests pour le QI de l'intelligence normale. Les critères ne sont pas les mêmes. Les critères sont pas les mêmes. Il peut y avoir une forme spécifique. C'est toute la difficulté de comprendre l'autisme, c'est ça. Donc en fait, Laurence, en fait, qui se sentait sans doute un peu seule en France avec un autisme non-verbal qui communique,
Elle a trouvé par Facebook, elle est rentrée dans la communauté anglo-saxonne des autistes. Nicolas, il est plus connu aux États-Unis qu'en France. Ici, ils nous appellent pionniers. Ils disent qu'on est des pionniers. Parce qu'il n'y en a pas d'autistes typeurs. Donc là, on va vous montrer en fait des autistes qui ont le profil de Nicolas. Ido Kedar, par exemple. Une super photo de Nicolas. Ça, c'est une super photo de Nicolas. Elle est trop bien. Elle est trop bien. C'est une occupation de la fac. Révolution. Entre nous, ce qu'on a dit, c'est plus facile de faire entendre les fascistes à la fac que des autres. Bon, en vrai, on le dit pas, mais il est en train de se dire. C'était une parenthèse. Vous voulez que je passe des extraits là pour voir un peu L'idée c'est... en fait, aux États-Unis, il y a une mère d'enfantisme, comme je disais tout à l'heure, qui a inventé une méthode qui s'appelle la méthode RPL. Je sais pas, c'est quoi en anglais. En fait, elle a fait... Et j'aime bien ce cas-là parce que c'est un cas comme Nico, c'est la maman sans méthode, en fait, qui a appris à son gamin à communiquer. C'est une amie à Nicolas. La maman est amie avec elle. On était tout content d'avoir trouvé l'équivalent de nous quelque part.